avez entendu les flashs que nous avons proposés aux environs de 13 h dans notre journal de la mi-journée. En tout cas, énormément de choses se sont passées, mais autant vous avouer tout de suite que nous sommes exactement à 33 km de l'arrivée. Nous venons de traverser Saint-Guin en Mélantois. Il reste encore la traversée de Bouvines, de Sizouin, Bourguel, Vanneun, de Canfin en Pével. Il reste exactement, j'ai calculé, 10 km 500 de pavés sous les roues de l'homme qui est actuellement sur votre écran ici. Vous l'avez reconnu peut-être si vous êtes amoureux des choses de cyclisme. C'est Duclos-Lassalle. Le français Duclos-Lassalle échappé à 50 km de l'arrivée en compagnie de Roger de Vlaminck, alors que pour l'instant le dernier pointage nous indique qu'il y a à l'arrière Roger de Vlaminck qui a crevé, qui accompagnait tout à l'heure, alors que nous entrons à Bouvines, qui accompagnait tout à l'heure Duclos-Lassalle. C'est dire que sans sa crevaison, Roger de Vlaminck eût été avec lui. Et il est en compagnie de Moser, de Hinault et de Meyer. Les derniers pointages indiquent pour Duclos-Lassalle 1 minute d'avance, mais les choses évoluent considérablement. Les coureurs tournicotent aux environs de Bouvines avant de rejoindre tout à l'heure les pavés de M, c'est-à-dire la proximité de Roubaix, et le vent qui est parfois défavorable et qui a failli jouer un tour à Duclos-Lassalle, le vent n'apparaît plus maintenant puisqu'il est dans le faubourg de Bouvines et qu'il va le retrouver si Dieu est avec lui tout à l'heure, favorable ou défavorable selon la direction prise par la course. C'est-à-dire que pour l'instant, rien n'est encore joué. Nous avons un énorme suspense entre cette poursuite entamée par Duclos-Lassalle. Est-il parti trop loin? A-t-il présumé de ses forces? Et ne l'oublions pas, le meilleur français de ces dernières années sur les trajets de Paris-Roubaix, puisqu'il terminait deuxième l'an dernier derrière Francesco Moser, victime d'une chute. Et pour l'instant, il n'est pas encore sorti de l'enfer. Il le sait, il lui reste à peu près une dizaine de kilomètres de pavés à parcourir, une trentaine de kilomètres de course. Et je vais tout de suite demander à Bernard Giroux, qui est à Roubaix, de vous parler de l'arrière, de nous donner peut-être les derniers pointages qu'il a lus sur la ligne d'arrivée. Et alors que Demuer encourage ici Duclos, de nous donner également la composition du groupe de chasse à l'arrière avec la caméra 2. À vous Bernard. Oui, et bien derrière Duclos-Lassalle, ils sont 5. Il y a Francesco Moser, De Meyer, Cataneo, qui est un Italien et équipier de Francesco Moser. Il y a De Vlaminck et puis il y a Bernard Hinault. Vous les devinez ici sur cette image, ils sont 5 à 49 secondes de Duclos-Lassalle. Tout à l'heure, eh bien, Duclos-Lassalle avait 40 secondes, puis il a 1 minute. Autant dire que l'écart fait, comme on dit, l'accordéon. Il faut aussi signaler que Duclos-Lassalle est obligé de lutter contre le vent, alors que Francesco Moser ici est sans doute le plus incisif. Il y a aussi, on dirait, Van Overschelde qui est peut-être revenu. Il y a d'autres coureurs qui peuvent revenir là maintenant sur la fin de course. Il y a Roger de Vlaminck, il y a Bernard Hinault qui est ici en deuxième position, Francesco Moser, je vous l'ai dit, Marc De Meyer et Cataneo, l'Italien. Ici c'est Van den Hout, ce n'est pas Van Overschelde mais Van den Hout qui est revenu dans ce groupe. Et puis il y avait auparavant 4 coureurs échappés, ils s'appelaient Bichot, Bernaudot, Verlinden et Cataneo déjà qui était signalé dans la première échappée, mais Bichot et Bernaudot, les deux Français, ont été victimes d'une chute. Verlinden et Cataneo sont restés. Le seul survivant, c'est Cataneo, puisque Verlinden, lui, a été rattrapé. Maintenant, c'est De Vlaminck qui est suivi par Bernard Hinault, Van den Hout, Cataneo, Francesco Moser. 2 coureurs sont revenus de l'arrière. Nous ne les avons pas encore vus. Nous allons essayer de vous les déterminer assez rapidement. Voilà Van den Hout. Et puis, un peloton maintenant qui se regroupe avec Pollentier, Willems, De Meyer. Il y a également ici des coureurs de la formation de Jean de Gribaldi et en particulier, on nous signalait tout à l'heure Thomas Willem qui est un Belge. Ils sont à peu près une trentaine que vous pouvez peut-être nous déterminer à environ une cinquantaine de secondes de Duclos-Lassalle. Bernard, j'ai pris un écart, je me suis laissé glisser pour faire l'inventaire exactement de ce groupe, effectivement, puisque les hommes font l'accordéon, comme l'on dit en termes de cyclisme. C'est-à-dire qu'ils sont lâchés soit sur incident, sur crevaison ou sur chute, ou tout simplement décramponnés par le forcing imposé par les meilleurs, et ensuite ils reviennent au gré des portions de bitume se joindre au groupe de tête. Donc pour l'instant, je pars
de l'avant vers l'arrière. Il y a Henning Kuiper qui est en train d'emmener. En deuxième position, vous l'avez reconnu, il s'agit de Bernard Hinault. Approchez-vous, merci s'il vous plaît. Voilà, Bernard Hinault et son maillot de champion du monde, vous l'avez reconnu une fois pour toutes. En troisième position, figure ici l'équipier de Moser, qui l'amène d'ailleurs dans un fauteuil, puisqu'il le protège pour l'instant complètement du vent défavorable, alors que Kuiper, avec son maillot complètement maculé debout, il est tombé. Kuiper laisse prendre le relais maintenant à Bernard Hinault. Je reprends donc la composition de ce groupe. En train de virer en premier Bernard Hinault. En deuxième position, il y a Cattaneo, l'homme qui a lancé l'échappée tout à l'heure pour Francesco Moser. Hinault vient de se relever. En troisième position, Francesco Moser. Francesco Moser est là et il va prendre le relais à son tour. En quatrième position, Roger de Blominck. En cinquième position, je n'en suis pas sûr, soit Ludo Peters, soit Delcroix. Je vais tout de suite pouvoir l'identifier au fur et à mesure que les virages me permettront de voir les hommes. Il y a également ici, dans ce groupe, ah oui, avec étonnement, on voit la présence de Pascal, non pas de Pascal Poisson, attendez, je vais tout de suite ici me porter à la hauteur du peloton. Il s'agit de Bittinger, c'est De Meyer qui est là, c'est bien ça. De Meyer est là, Van den Haupt, donc De Blominck, Moser, De Meyer, Bittinger, Kuiper, il y a Hinault, je vous l'ai dit, il y a également deux hommes de la même équipe ici. Il s'agit je suis en train de faire l'inventaire, de Eddy Plancart qui est là. Et j'ai l'impression qu'il y a également Van Calster. Je vais vous le confirmer dans un instant. C'est bien ça, le 139 de Van Calster, il est devant. On rentre maintenant après 6 points sur le premier des... que j'appellerais des derniers secteurs pavés. Nous sommes toujours avec le peloton. Alors, n'oubliez pas, puisque Bernard Hinault est en train de faire le forcing là-bas en tête de ce groupe que vous voyez sur votre écran, que Duclos-Lassalle possède maintenant encore 40 secondes. Sera suffisant, je ne sais pas, surtout quand c'est Hinault qui s'occupe lui-même de prendre le relais et d'avancer, d'éparpiller ainsi toute la meute lancée à ses trousses. Je n'ai pas vu Moser prendre les relais, je n'ai pas vu De Blominck essayer de revenir vers Duclos-Lassalle. En tout cas, les hommes actuellement, voilà De Blominck qui prend le relais, qui s'écarte, De Meyer et Kuiper qui vont le remplacer. Il voit Duclos-Lassalle qui est un peu plus loin là-bas, à peu près 400 mètres devant eux, et je vous assure que le rythme ne faiblit pas. Donc pour l'instant, c'est parmi ces noms que je vous ai cités que l'on devrait théoriquement trouver le vainqueur de ce 76e Paris-Roubaix. Des secteurs debout qui sont terribles, mais n'oubliez pas qu'ils sont tous tombés, ils ont tous été soumis exactement au même régime aujourd'hui. Qui n'a pas crevé, qui n'est pas tombé, qui n'a pas changé de vélo, et finalement la malchance aura touché tout le monde, même De Blominck, le spécialiste de ce Paris-Roubaix qui avait l'habitude de ne jamais crever. Il a été victime d'un boyau dégonflé tout à l'heure, juste avant la prise d'antenne. L'homme qui joue les fertiles pour l'instant en dernière position, alors que quant à nous, nous faisons du motocross véritablement sur les côtés. On va essayer de rester au milieu où le pavé est beaucoup plus fréquentable. Voilà, on est obligé de ralentir. La moto, vous le voyez, est obligée de laisser partir les hommes qui ont l'air beaucoup plus habiles, eux, sur leur vélo que nous-mêmes. Et on va surveiller ce qui se passe dans ce peloton. Sans oublier toujours, présent à l'esprit, cette échappée fantastique de Duclos-Lassalle à moins de 35 km de l'arrivée. Nous avons reconnu avec Bernard Giraud ces derniers 30 km, c'est-à-dire que nous pourrons vous situer exactement et l'avance de Duclos-Lassalle et les difficultés qui l'attendent. Lui aussi est sur les pavés. Les spectateurs brandissent pour l'instant les banderoles. Alors là, on est clairement obligé ici en moto de mettre pied à terre. C'est un cafarnaum incroyable. On avance à 5 à l'heure, on laisse partir les coureurs, on est dans le travers, les motos se renversent. Attention, ralentissez parce que des photographes sont tombés. On a l'impression que l'orage qui est tombé hier soir sur le nord a complètement chamboulé le parcours que l'on avait vu sec ces dernières années. Les spectateurs sont ravis et encouragent aussi bien les coureurs que les motards. Et la moto, quant à elle, essaye de rester sur ses deux roues, ce qui n'est pas un vain mot. Et saluons en même temps le mérite ici de nos motards qui font des pieds et des mains, façon de parler. C'est une belle façon de le dire pour essayer de maintenir l'équilibre. Alors pour l'instant, grâce à l'hélicoptère, vous devez peut-être apercevoir l'écart entre Duclos-Lassalle et le groupe de tête. La moto va pouvoir, maintenant le pavé est sec, revenir vers l'avant et retrouver les hommes de tête. À vous, Bernard. Oui, effectivement, en venant à Roubaix, je me suis aperçu que les conditions atmosphériques avaient changé. Il a plu cette nuit et il y a de l'eau, des flaques d'eau sur les côtés. Et avec le passage des voitures, eh bien, le pavé est devenu boueux, gras et glissant. Allons récapituler en ce qui concerne la composition du groupe de poursuivants. Derrière Duclos-Lassalle, il y avait Kuiper, Hinault, Cattaneo, Moser, De Meyer, De Blominck, Van den Haupt, Chassant, un autre français, Eddy Plancart, Desmet, Bittinger et Van Calster.
Tout à l'heure, vous avez aperçu, vue d'hélicoptère, Bernard Hinault qui était en deuxième position. Il essaie de maintenir, bien sûr, le train à l'allure pour pas que l'écart vis-à-vis de Duclos Lassalle, que nous allons peut-être essayer d'apercevoir maintenant plus en haut sur votre écran, vis-à-vis de Duclos Lassalle, afin que cet écart ne soit pas trop important. Eh bien, on dirait que Duclos Lassalle a poursuivi son effort. Il a sans doute été beaucoup plus à l'aise sur ce parcours sinueux, car évidemment, un homme seul est avantagé. Il peut se frayer un passage beaucoup plus facilement par rapport aux motos. On ne voit pas Duclos Lassalle. Jean-Michel a-t-il été rejoint? Bernard, pour l'instant, nous essayons quant à nous une poursuite. Et malheureusement, nous avons quelques problèmes mécaniques ici sur les motos, mais nous allons rejoindre, et Soleil qui est fait tout de suite, le groupe de poursuivants. Alors, je ne vois pas Duclos Lassalle est devant, et je vais demander peut-être à ce qu'on fasse un autre dispositif maintenant. Non, on reste derrière, ici, on reste dans le groupe. Alors, je vais demander à ce qu'on fasse un autre dispositif, c'est-à-dire que vous pourrez, grâce à la moto 1, voir Duclos Lassalle, Bernard, et je reste quant à moi avec le groupe de poursuivants. Je dois vous dire qu'une unité a déjà disparu de ce groupe de poursuivants par rapport à l'inventaire que nous faisions tout à l'heure. Eddie Plancart, non, il est devant. Non. Eddie Plancart a été lâché, c'est le jeune frère de Walter Plancart, plus connu. Et dans ce groupe de poursuivants, à la poursuite toujours de Duclos Lassalle, nous trouvons effectivement les noms que vous avez cités, c'est-à-dire Vittinger, Chassant, il y a Caténéo, il y a Bernard Hinault, il y a De Vlaminck, Moser, et il y a Vandenaude, sans oublier Kuiper et De Meyer. Voilà, je vous les ai tous cités, je fais le compte, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ils sont 10 exactement à la poursuite de Duclos Lassalle. Et maintenant, pouvez-vous peut-être, alors que rien ne se passe, si ce n'est que chacun essaye, Kuiper y compris, d'appuyer très fort sur les pédales pour revenir sur Duclos Lassalle. Oui, derrière. Oui, on n'a pas vu ici Duclos Lassalle, mais en tout cas, à moins qu'il soit tombé sur les pavés ici, moi je n'avais pas l'impression qu'il avait été rattrapé, mais je suis avec le groupe, le peloton ici, et je n'ai pas vu Duclos sur les bas-côtés. Peut-être l'avez-vous aperçu avec la moto 1, non? Nous l'avons vu surtout avec l'hélicoptère, et Duclos Lassalle a fait un véritable forcing dans le dernier secteur pavé. Il a été le plus à l'aise, sans doute pour les raisons que je vous expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il est seul et qu'il n'a pas été gêné ni par les motos ni par les voitures, alors que voilà, Duclos Lassalle victime d'une crevaison là maintenant. Il est à quelques 150 mètres seulement devant le peloton. Duclos Lassalle vient de repartir. À un instant, un petit peu de frayeur pour le Basco-Béarnais qui a été victime l'an dernier d'une chute alors qu'il était dans le groupe de tête. Une chute qui avait annihilé tous ses espoirs de victoire. Duclos Lassalle est maintenant reparti, mais il est en point de mire du peloton et sans doute Jean-Michel Leliot juste devant vous. Le peloton, le voici, on le devine, il est là à quelques coups de pédale de Gilbert Duclos Lassalle, véritablement malheureux, un petit peu comme l'an dernier. Ça va être bientôt la jonction là, Jean-Michel. Oui, effectivement, et la jonction où certains d'ailleurs ne mettent pas forcément le cœur à l'ouvrage pour aller chercher Duclos Lassalle, comme pour le saluer après l'effort qu'il vient de réaliser, luttant contre le vent. Mais c'est Francesco Moser en personne qui emmène ce peloton avec Bernard Hinault qui ne quitte pas les 2 ou 3 premières positions, et Duclos Lassalle va être absorbé. D'ailleurs, j'ai bien l'impression que Duclos ne va pas se relancer, profitant peut-être d'un autre secteur pavé, mais va tout simplement attendre ses poursuivants. Il s'est retourné Duclos Lassalle, je viens de le voir ici dans le virage, et il s'est aperçu, alors que nous avons quitté Bourguel, à moins de 20 km de l'arrivée maintenant, 22 peut-être, il s'est aperçu que ses poursuivants allaient l'avaler. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas tenté de sprinter pour revenir sur lui. Pourrait-il sprinter d'ailleurs après ce qu'ils ont vécu depuis l'entrée dans Devilly? Ça a été absolument l'enfer, il est bon de le répéter, et démoniaque toute la journée, et nous avons eu droit encore aujourd'hui à une course digne de sa réputation, à savoir que sur le pavé du haut ne restent que ceux qui occupent le haut du pavé, les meilleurs des courses cyclistes. Les palmarès mondiaux 1981 ne seront pas dépareillés par la victoire d'un inconnu. En tout cas, Duclos Lassalle va être rejoint, j'ai l'impression. Si la moto 1, d'ailleurs Bernard, vous le voyez mieux que moi je suis derrière le peloton, si la moto 1 se retourne, et si elle peut le faire sur les pavés, elle va voir vraisemblablement le forcing de Moser pour revenir sur Duclos. Oui, effectivement, Moser et Hinault en tête du peloton qui va revenir sur Gilbert Duclos Lassalle. C'est d'ailleurs Bernard Hinault en personne qui conduit ce wagon, sans doute le bon wagon pour remporter cette victoire. Francesco Moser est en deuxième position. Il y a ensuite De Meyer, De Vlaminck, Kuiper avec son maillot très reconnaissable. Il y a Vandenhout, et puis De Smet, Vittinger, Chassant, Van Calster et Cataneo qui ferme la marche de ce petit groupe qui ici est secoué, ballotté avec tous les pavés. Vous pouvez le constater, il est préférable de
rouler sur ces maudits pavés pour éviter les risques de chute et de crevaison qui sont beaucoup plus importants sur les bas-côtés. Certes, cela est beaucoup plus éprouvant, plus fatigant, mais il faut savoir à la fois doser ses efforts et savoir aussi prendre la bonne trajectoire sur la route de Paris-Roubaix. Pour l'instant, c'est toujours Bernard Hinault qui est en tête du peloton, reconnaissable avec son maillot arc-en-ciel. Il a viré en tête. Il a raison, Bernard Hinault. Il vaut mieux être en tête ici sur cette route car il y a des dangers que l'on peut éviter en ayant une meilleure vision de tous ces chemins anachroniques. Certains pensent avoir déjà tout vu. Mais une nouvelle ère commence. Et pour les plus grands, l'heure de la revanche a sonné. You know, you're crazy. You want to kill yourself? Attention, les grands prennent enfin leur revanche. TCM à la découverte du grand cinéma. TCM, une chaîne disponible sur le câble et CanalSat. Oui, on a assisté à une phase tactique là au virage entre deux secteurs pavés car les hommes ont l'impression qu'ils ont retrouvé le bitume, ils ne savent pas qu'ils vont tout de suite retrouver un autre secteur pavé, à moins qu'ils l'aient reconnu. Je peux vous dire que Bernard Hinault a fait une course tactique en accélérant tout d'un coup à la sortie du virage dès que Duc de la Salle était absorbé. Et là, Duc de la Salle a été obligé de fournir un effort terrible pour accrocher le bon wagon comme l'on dit. Maintenant, il va se remettre dans les roues vraisemblablement. Ce n'est pas à lui, après l'effort qu'il vient de faire, de prendre les relais. Donc nous avons pour l'instant avec la tête de la course 11 hommes à la poursuite d'une très belle victoire dans Paris-Roubaix. La pluie ne nous a pas accompagnés, mais la boue par contre est apparue sur certains pavés rendant la course extrêmement acrobatique où les hommes forts du cyclocross comme de Vlaminck ont pu tirer remarquablement leur épingle du jeu en fournissant des efforts bien moindres que ses principaux adversaires. Et nous sommes donc avec Duc de la Salle et le groupe de tête. Nous avons quand même assisté à cette échappée de Duc de la Salle en direct et c'est l'un des faits de cette journée. Nous sommes maintenant avec le groupe de tête. Donc je peux vous préciser que derrière ces derniers secteurs pavés, il y aura à l'entrée de Canfin en Pével, si mes comptes sont bons, c'est-à-dire à moins de 17 km de l'arrivée, un autre secteur terrible. Et là, vraisemblablement, les hommes forts, s'il leur reste encore des forces, pourront démarrer. Je pense à Bernard Hinault, et qui vient de prouver ici en attaquant juste après la jonction avec Duclos-Lassalle, avec l'autre Français Duclos-Lassalle. Je pense que théoriquement, Moser de Vlaminck ou Hinault devrait tenter quelque chose d'ici 5 minutes maintenant. Cataneo a levé la main. C'est le dossard 4 que vous avez vu à droite ici, pour appeler son directeur sportif et lui demander de lui fournir vraisemblablement une roue de rechange puisqu'il doit avoir crevé à l'arrière. Pour l'instant, ce n'est pas tellement flagrant, optiquement parlant, on ne voit pas la crevaison, mais le directeur sportif va pouvoir passer puisque ce groupe ne peut plus être rejoint maintenant. Tous les hommes de tête ont un directeur sportif derrière eux qui va s'approcher et leur donner soit des renseignements, soit tout simplement les prévenir de l'avance qu'ils peuvent avoir sur d'autres adversaires. Je crois qu'il s'agit là tout simplement d'un incident mécanique pour Cataneo. Il y a également en avant-dernière position ici le 139 que vous voyez qui n'est autre que Guido Van Calster. Guido Van Calster, alors que Cataneo va s'arrêter. Restons avec notre caméra ici pour voir peut-être l'incident. On rentre, voilà, l'itinéraire était le bon. On rentre dans Canfin à Pével. Et à l'entrée de Canfin à Pével, nouveau secteur pavé très long celui-là, de 1 km 800. Extrêmement étroit, pas plus de 2 mètres de large. Les hommes ne peuvent pas prendre les bas-côtés. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont absolument pas fréquentables. Il y a de la boue et là c'est la chute assurée. D'autre part, c'est le risque de crevaison un peu plus grand sur les côtés car les gravillons ont été chassés par les pneus des voitures sur les bas-côtés, par le passage des voitures de spectateurs également venus très nombreux, des spectateurs qui se font arroser et c'est pour l'instant le directeur sportif de Moser qui reprend sa place ici juste devant nous. Et Bernard, vous êtes sur les pavés avec la moto alors que moi je suis un petit peu distancé, mais rassurez-vous, je vais revenir. Sur leur moto, c'est un véritable exercice de haute voltige avec cette file indienne. Cataneo, le coéquipier de Francesco Moser, ferme la marche. On a cru à un instant qu'il avait regardé travailler nos caméramans en ce moment en direct dans des conditions très difficiles. Ici c'est Pierre Disbeau qui est en action avec cette casaque bleue pourrait-on dire, et tous prennent des risques et doivent aller aussi vite que les coureurs. Et puis avec cette file indienne, une très belle image d'ailleurs qui nous est fournie dans cette morne plaine qui n'est pas morne car Paris-Roubaix est sans doute la course la plus prestigieuse. Il y a encore cette année 53 km
de pavés, de secteurs pavés. Il faut absolument les préserver, quitte à en faire un site historique, comme certains le souhaitent. Il faut préserver ces pavés pour sauver Paris-Roubaix qui est menacé. Il semble maintenant que les élus locaux aient abouti dans toutes leurs conversations, leurs discussions pour essayer d'aménager le réseau routier de la région du Nord, et que maintenant, bon bien, le Nord ce n'est plus l'enfer, même si parfois on a une vision un petit peu anachronique, comme ici, comme on vous le disait tout au long des reportages dans les journaux télévisés. Eh bien, en fait, c'est une autre image qui nous est fournie par le Nord, et ces secteurs pavés sont simplement maintenant le cadre d'exploits sportifs qui entre dans la légende des cycles, une légende des cycles très chère à Antoine Blondin. Nous suivons toujours ce petit groupe avec ici Bittinger qui ferme la marche. On est très étonné de voir Bittinger en cette position. C'est un petit gabarit, il est très léger. Normalement, il n'est pas très à l'aise sur les pavés, mais même s'il y a eu des études effectuées à propos de l'archétype du coureur type de Paris-Roubaix, eh bien, en fait, ce sont les hommes forts qui s'imposent toujours, et je ne pense pas qu'il y ait d'idées reçues. Le docteur de Mondenard et Claude Jancelin en ont effectué. Ils ont simplement dans leur conclusion signalé que la position était très importante. Il fallait avoir les bras souples afin que ceux-ci servent un petit peu de ressort pour amortir toutes ces secousses, car à la longue, eh bien, le coureur devient un petit peu comme un boxeur groggy. Il fallait aussi entrer en tête sur les pavés. Je vous rappelle qu'en début des secteurs pavés, eh bien, Rass a été victime d'une chute. Il a dû se rendre à l'hôpital de Valenciennes. Il a le poignet foulé, il est ouvert à l'avant-bras, mais ce n'est pas grave, simplement Rass a laissé toutes ses chances de victoire. D'ailleurs, Hinault et Moser ont été également victimes de chute, mais pour eux, ça va beaucoup mieux. Oui, Jean-Michel Lelio, nous vous rejoignons ici avec ce groupe de tête. Je viens de tomber, mais pas de mal. Hein. Pas de mal, il y avait un secteur boueux, on s'est retrouvé en travers de la route. Et cette petite chute m'a permis, alors que c'est la petite guerre avec les directeurs sportifs, la Fred de Bruyne qui nous passe maintenant, m'a permis de m'apercevoir, puisque nous avons été un petit peu lâchés à l'arrière, attention, il y a les gravillons, merci, ne prenons pas de risque, la course n'est pas finie, qu'il n'y avait personne en chasse derrière ce groupe de tête. C'est-à-dire que personne ne pourra revenir. Tous les directeurs sportifs sont passés maintenant, et je ne vois pas un homme fort, y compris De Wolf, par exemple, que l'on donnait comme l'un des favoris, y compris Willem qui ne fait pas partie du groupe de tête. Je ne vois pas comment ces hommes pourraient revenir tant l'écart doit être maintenant important. C'est toujours ce concert oui, c'est Maurice Demuer qui passe maintenant et qui va voir du bleu la salle, auquel nous habituent les courses cyclistes avec les klaxons, avec ce véritable rallye qu'effectuent à l'arrière les directeurs sportifs. Allez-y, monsieur Swerts, vous voulez aller voir vos coureurs, et il faut dire qu'avec pratiquement un coureur de chaque équipe en tête, eh bien, il y a une quinzaine de voitures derrière les échappés. Nous sommes pour l'instant sur un secteur un peu plus fréquentable, où il n'y a pas de pavé, du bitume, et ça va vous permettre de rejoindre la tête. Mais vous êtes beaucoup plus près des coureurs que moi, avec la caméra 1 vraisemblablement, et ne quittons pas la tête parce que les secteurs pavés ne sont pas encore finis. Et ça doit jouer ou bien au sprint, alors là ça sera une surprise de voir un CD d'homme au sprint, et tout est permis à ce moment-là, ou bien ça se jouera sur les derniers secteurs pavés, et je crois que les directeurs sportifs vont aller donner des instructions dès que la course leur permettra de passer à leurs coureurs, en leur disant attention, hein, si t'es fort, il faut y aller maintenant, parce que si tu pars pas sur les pavés, tu pourras pas partir. On laisse passer quant à nous Cyril Guimard, qui n'a pas été très heureux dans le tirage au sort de cette course, puisque vous savez que les directeurs sportifs doivent respecter un ordre et qui leur est donné par le tirage au sort la veille de la course en ce qui concerne la place de leur voiture derrière les groupes d'échappés. Et Cyril Guimard, en consultant mon document, je m'aperçois qu'il avait tiré le numéro 12, c'est-à-dire qu'il était la 12e voiture derrière le peloton. En cas de crevaison d'Hinault, c'est assez loin, il y a au moins 200 mètres, et ça oblige les hommes à faire un très très gros effort, alors que d'autres ont été plus chanceux et ont tiré des numéros beaucoup plus propices pour dépanner leurs coureurs, comme Maurice Demuer qui lui a tiré le numéro 4. Voilà, vous êtes toujours avec les coureurs, c'est-à-dire vous les voyez mieux. Pour Bernard, je vous racontais un petit peu ce qui se passait juste derrière le peloton. Alors à vous. Oui, vous parliez de l'intervention des directeurs sportifs. Eh bien, on peut pallier à ces problèmes avec l'aide d'un coéquipier. Et là, il est bon peut-être de faire le point sur la composition de ce groupe, alors que vous voyez ici, les conditions de route sont quand même tout à fait dantesques. Eh bien, De Vlaminck, lui, peut bénéficier de l'aide de Kuiper, Moser de l'aide de Cataneo, Van Calster de l'aide de Desmet. Sinon, tous les autres coureurs
sont isolés, en particulier Bernard Hinault et Gilbert Duclos-Lassalle. Donc les deux Français ne peuvent pas compter sur l'aide d'un coéquipier en cas de crevaison. Il leur faudra donc attendre leur voiture. Nous nous retournons pour voir si des coureurs reviennent. Pas du tout. Maintenant, ils sont 11, les 11 plus forts. C'est parmi ces 11 que se trouve le futur vainqueur de Paris-Roubaix. Faisons un peu d'histoire. Cela, on l'a dit, on l'a répété. Il y a 25 ans déjà, un quart de siècle, qu'un Français n'a pas triomphé sur la piste de Roubaix. C'était premier Louison Bobet devant De Bruyne, troisième Forestier, quatrième Van Steenbergen. L'année précédente, Forestier s'était imposé. Et puis 4 Français seulement ont triomphé depuis la dernière guerre mondiale en 1945, Paul Maille. Alors qu'ici il y a des problèmes pour Gilbert Duclos-Lassalle qui est tombé. Il a le côté maculé debout, il repart. Qui est tombé avec lui? Cataneo qui est en difficulté. Il y a également Bittinger. Décidément, eh bien, Gilbert Duclos-Lassalle est le plus grand malchanceux de ce Paris-Roubaix, ou tout du moins dans ce final. Après une crevaison, il vient d'être victime d'une chute et c'est une nouvelle chasse, une nouvelle relance maintenant pour Gilbert Duclos-Lassalle qui suit Cataneo. Il semble que devant maintenant la situation soit en train de se décanter. Cataneo est éliminé. Sont éliminés également Chassan et Bittinger, les deux petits Français qui finalement se sont bien défendus dans ce final. Nous allons rejoindre maintenant à plein gaz, si je puis dire, avec la moto, rejoindre le groupe de tête pour voir si la course est en train de se jouer. Que se passe-t-il à l'avance? C'est le suspense du direct, le suspense. Alors qu'ici, maintenant, c'est Vandenhout qui est victime d'une crevaison. Course par élimination. Vandenhout éliminé. Vous voyez, petit à petit, les 11 ne sont plus que 6, si j'ai bien compté, car 5 ont été distancés. La grande victime étant Gilbert Duclos-Lassalle, qui lui a été le grand animateur dans les 50 derniers kilomètres. Nous retrouvons le groupe qui doit toujours comporter Kuiper. Il y a Van Calster ici sur la gauche, De Smet. On aperçoit également De Meyer, Hinault, De Vlaminck. Et théoriquement, c'est tout ce qu'il reste maintenant dans le groupe. Ici, sur la gauche, le 139, c'est Van Calster. Devant, c'est Kuiper, théoriquement, avec un maillot noir qui est théoriquement, lui aussi, blanc, mais il est bien difficile avec ces silhouettes fantomatiques parfois de discerner le visage du coureur et encore plus difficile parfois de lui donner un nom, si c'est la position et le gabarit. Van Calster, peut-être Kuiper. Oui, effectivement, c'est bien Kuiper. Nous remontons encore pour retrouver sur la gauche un nouveau secteur pavé. Priorité aux coureurs. C'est bien, messieurs les motards. Il faut que la course se joue dans les meilleures conditions. Quand je dis les meilleures conditions, évidemment, il s'agit presque d'un contresens, car les conditions, elles sont épouvantables, on vous l'a dit, mais c'est ce qui fait sans doute le prestige de Paris-Roubaix, qui désignera un vainqueur à panache. Je parlais des victoires françaises. Tout à l'heure, en 45, c'était Paul Maille, et en 49, il y avait deux premiers ex aequo, André Mahé et Sergei Kopi. Puis, je vous l'ai dit, en 55 Forestier et en 56 Louison Bobet. Louison Bobet qui est parmi les suiveurs d'ailleurs de ce Paris-Roubaix. Ici Kuiper, regardez, quel courage, quelle obstination, quelle volonté, quel métier. Avec ce maillot noir, noir debout. Et il faut continuer à s'accrocher. Kuiper qui a remporté la semaine dernière le Tour des Flandres, qui est prêt à se sacrifier pour Roger de Vlaminck, car il avait bénéficié il y a une semaine de cette complicité de Roger de Vlaminck pour remporter un petit peu à la surprise générale ce Tour des Flandres. Kuiper ressuscité et qui confirme ici. Il faut dire que Kuiper s'est toujours bien maintenu dans ce Paris-Roubaix. Même si ce n'est pas un coureur à classique, il doit bien aimer ce genre de parcours. En particulier, on l'a vu aussi dans les étapes du Tour de France qui passaient par ici. Et puis n'oublions pas, il y a quand même un autre Français ici, c'est Bernard Hinault. Gilbert Duclos-Lassalle, grand animateur, mais victime d'une crevaison et victime d'une chute, eh bien, est derrière. Attention, Bernard Hinault est à terre. Oui, Hinault est à terre. Oh là là, encore un drame pour les Français. Bernard Hinault a chuté. Il a glissé, il était pourtant en première place, mais il est arrivé sans doute un petit peu trop vite. Ah, il faut repartir maintenant et sans doute que ses adversaires vont profiter de cette chute de Bernard Hinault. Bernard Hinault qui doit partir maintenant à la poursuite de Vlaminck, de Moser, de Meyer, de Van Calster. Ah, cette chute du champion du monde. On a dit que Bernard Hinault n'était pas du tout le coureur fait pour Paris-Roubaix, mais il est en train de prouver que s'il veut, c'est une question de volonté, une question d'objectif, et bien Bernard Hinault peut tout à fait s'imposer
dans ce genre de classique. Malheureusement ici, il faut dire que les espoirs ont été un petit peu atténués, mais Bernard Hinault va revenir. Nous allons revoir la chute, maintenant nous sommes juste derrière Kuiper, devant il y a Van Calster et en tête, vous allez l'apercevoir, Bernard Hinault va glisser, il glisse, il tombe, sans mal, heureusement. Il va repartir Hinault. Retombe, courageux et obstiné, à la tête dure parfois, le voici, Bernard Hinault repart et nous allons retrouver maintenant l'image en direct où nous le revoyons en train de rejoindre le groupe. Mais évidemment ces efforts répétés et ces chutes aussi répétées, eh bien, émoussent un petit peu l'organisme, épuisent et obligent le coureur à puiser dans ses réserves. Et là Bernard Hinault a dû faire un petit effort, un petit sprint pour revenir. Cela me rappelle un peu une crevaison de Eddy Merckx dont il avait été victime à quelques kilomètres de l'arrivée. Eddy Merckx avait fait un gros effort. Oui, Jean-Michel Leliot, après vous avoir perdu, nous vous retrouvons. Mais là, nous avons vécu quand même des minutes très intenses. Nous retrouvons aussi Bernard Hinault dans le groupe de tête. À vous, Jean-Michel. Non, c'est juste pour vous dire, je vais vous tout de suite vous rendre l'antenne parce que je n'ai pas encore rejoint la tête, que lâcher irrémédiablement Cataneo et Duclos-Lassalle que je suis en train de doubler. Ils sont pour l'instant à la queue des voitures qui suivent le peloton. Je ne pense pas qu'ils puissent revenir. C'est Duclos-Lassalle qui fait le travail et Cataneo ne bouge pas. L'équipier de Moser, pour l'instant, Moser se retrouve quant à lui seul également. Et je regarde Duclos-Lassalle en le doublant. Je n'ai pas vu de traces de chute et il va peut-être profiter de ce final pour pouvoir revenir. Je ne sais pas, il est follement applaudi. Regardez-le. Allez Gilbert, allez, tu vas revenir. Allez, avec Cataneo. Et il faut dire que l'effort qu'a fait Gilbert Duclos-Lassalle est terrible, puisque l'écart se creuse maintenant, et j'ai bien l'impression ici que Duclos-Lassalle a été irrémédiablement lâché. Alors maintenant je repars vers le peloton. Oui, et nous allons détailler ce groupe de tête. Le coureur qui lève le bras, c'est Van Calster. Il y a là Kuiper, il y a là Hinault, il y a là Moser, De Meyer, De Vlaeminck et Van Calster. Voilà, vous connaissez la composition de ce groupe de tête. Ils sont 6. Van Calster lève le bras. A-t-il été victime d'une crevaison ou d'un incident mécanique? Nous n'avons pas encore vu d'intervention de la part de son directeur sportif. Il y a aussi De Vlaeminck qui se retourne. Et puis, rappelons-le, Bernard Hinault, après avoir été victime d'une chute, alors que l'arrivée maintenant est à 10 km. Arrivé seulement à 10 km. Nous venons de passer sous le panneau indiquant que c'est dans ce final que doit se dérouler maintenant la décision. Oui, Jean-Michel. Oui, à moins de 10 km, n'oubliez pas qu'il y a encore les pavés de Chérin. Je suis quant à moi en train de remonter ici les lâchers du groupe que nous avons vu tout à l'heure. Il y a dans l'ordre Chassant, il y a Butinger et il y a Vandenaude qui n'en peut plus. Donc cela fait 5 hommes avec Cataneo et Duclos-Lassalle qui, à 10 km de l'arrivée, ne sont plus dans le bon wagon. Je remonte toujours. Et en tête, Bernard Hinault reprend sa position, c'est Moser qui mène devant De Meyer. Il y a ensuite Bernard Hinault, De Vlaeminck, Van Calster ferme la marche, il suit Kuiper. Voilà, ils sont 6, il faut bien retenir ces noms. Il y a là le futur vainqueur de Paris-Roubaix, car même si Gilbert Duclos-Lassalle revient après son échappée, sa folle envolée, après sa poursuite qu'il est en train de faire actuellement, il sera sans doute très éprouvé, mais il aura aujourd'hui la médaille du courage et de la malchance, si l'on peut dire. Oui, Jean-Michel. Alors, je suis en train d'entamer ma poursuite ici. Maintenant, je vais retrouver le groupe de tête. Je pense que nous allons pouvoir vous faire vivre encore ces 8 derniers kilomètres, 9 derniers kilomètres qui ne devraient pas présenter de grandes difficultés, tant pour les motards que pour ceux qui vous permettent de voir ces images, c'est-à-dire les pilotes des motos qui sont en train, je dois encore le souligner, de faire des prodiges. Quant à moi, je vais essayer de me reporter à l'avant si les directeurs sportifs veulent bien nous laisser passer. Merci Monsieur De Bruyne. Merci pour le directeur sportif avec Petit dans la voiture ici de Francesco Moser qui est maintenant isolé. Juste devant, il y a la voiture pilotée par Walter Godefroth qui défend lui les intérêts de De Meyer alors que Willems n'est pas là. Bernard Hinault est protégé par Cyril Guimard avec le mécanicien sur le toit de la voiture pratiquement ici et nous entrons sur un petit secteur où il n'y a pas de pavé pour l'instant, heureusement, un secteur boisé et nous allons rejoindre quant à nous tout de suite l'avant de la course, mais ce n'est pas encore fait. Alors j'attends que la route soit un peu plus large alors que les spectateurs sautent sur le bas-côté ici pour éviter les flaques des voitures. Oui. Oui, nous avons vu une intervention du directeur sportif de Van Calster. Il a fait sa voiture depuis quelques minutes déjà. Van Calster a été maillot vert
Tour de l'Avenir. C'est donc un redoutable finisseur, car il faut déjà y penser à un sprint éventuel. Il faut dire qu'il y a la Moser, il y a De Vlaminck, il y a Hinault, il y a Van Calster. Il y a peut-être que Kuiper qui finalement ne soit pas aussi véloce. Alors cela nous promet quand même un bon final. Bernard, avec une différence cependant, c'est que Unique Kuiper veut absolument renvoyer l'ascenseur à De Vlaminck. Il est certain que le final risque de se jouer exactement comme dans le Tour des Flandres, où les deux hommes ont joué à toi et à moi, et finalement personne n'est allé chercher Kuiper puisque De Vlaminck a contrôlé son échappée. C'est-à-dire que nous allons vraisemblablement aller vers une attaque de Kuiper d'ici peu de temps, s'il en est encore capable, et un contre de Vlaminck, ça ne m'étonnerait pas. C'est un petit pronostic, mais je crois bien que les deux hommes vont jouer maintenant au chat et à la souris avec leurs adversaires. Reste à savoir si le sprint est lancé sur le vélodrome, quel sera le plus rapide. Alors sur un vélodrome, théoriquement, les chances de Bernard Hinault, bien qu'il ait été champion de France de poursuite et qu'il connaisse un petit peu la piste, sont quand même plus minces que celles de ses adversaires, car De Vlaminck est un habitué, Hinault se retourne et il s'aperçoit qu'il n'a plus que Kuiper dans sa roue ici. Il fait le forcing et il se demande déjà comment il va faire pour essayer de les manger. Il n'a pas pu les lâcher, quelle que soit sa puissance. Bernard Hinault va peut-être quand même tenter quelque chose dans le final, mais ce sera à mon avis très difficile. Alors un petit pronostic, j'ai l'impression que De Vlaminck et Kuiper devraient quand même jouer gagnant. Hein. Ah oui, effectivement, la force est sans doute là l'argument le plus probant. Surtout qu'il y a quand même ce désir de revanche de Vlaminck qui s'était fait battre les années précédentes et puis qui n'a pas remporté de grande victoire cette année. Il semble avoir particulièrement bien préparé ce Paris-Roubaix. Rappelons quand même qu'il a déjà ici triomphé à Roubaix 4 fois. C'est Monsieur Paris-Roubaix. Pour les 5 ans d'ESPN Classic, le sport reprend des couleurs. Sur ESPN Classic, vous retrouverez les plus grands moments de l'histoire du sport, les rencontres les plus mythiques, les champions légendaires, les personnalités du sport français. C'est un moment qui a marqué l'esprit Jean. Et les équipes cultes qui ont marqué des générations. Rendez-vous dans Certifié Classique pour fêter le 5e anniversaire d'ESPN Classic. Toute la semaine prochaine à 18h sur ESPN Classic. Alors Bernard Hinault qui ici est avec son directeur sportif Cyril Guimard doit sans doute aussi demander conseil. Et nous retrouvons Jean-Michel Leliot juste derrière Bernard Hinault sans doute. Oui, effectivement, voilà, je suis à côté de Bernard Hinault et de Cyril Guimard en conversation avec les deux hommes pour l'instant, Cyril Guimard et Bernard Hinault. Je vais demander comment ça va se passer pour Cyril Guimard, comment ça va se passer, ça va être difficile là. Vous croyez au sprint sur la piste maintenant ou qu'il va encore se passer quelque chose, Cyril? Je crois que ça va être difficile maintenant, je crois qu'on risque d'aller vers une arrivée au sprint à 6. Alors une arrivée au sprint à 6, vous avez un petit favori dans tout? Tout dépend comment ça peut se passer. Maintenant, il y a pratiquement tous les coureurs vont vite et De Vlaminck a l'avantage d'avoir un équipier. Oui, et on dit aussi que De Meyer est l'un des plus rapides en cas d'arrivée. Le tout, ce sera la fraîcheur qui jouera. Et attention, on est dans le dernier secteur pavé maintenant. Est-ce qu'il ne va pas se passer quelque chose? Voilà, Bernard Hinault qui a pris les devants, qui profite que la route est un petit peu plus bitumée ici maintenant dans les virages et que les coureurs ont beaucoup moins de risques à prendre. Donc Bernard Hinault qui veut éviter le sprint, fait le forcing. Kuiper est en train de se battre là-bas. Regardez Hinault devant. C'est fantastique comment il essaye de lâcher ses adversaires sur les pavés et au train. Ça sera difficile. Kuiper prend sa roue, Moser prend sa roue également. En troisième position, j'aperçois De Meyer. Et puis je vois également Van Calster ici qui est juste derrière. Le coup n'a pas joué, on est toujours sur les pavés, mais Hinault a tout essayé. Il est toujours devant Hinault, regardez-le là-bas, toujours devant en tête avec Unique Kuiper au maillot maculé debout en deuxième position. La tactique est simple pour De Vlaminck, il a délégué Kuiper en lui disant tu t'occupes d'Hinault chez le reste. Et voilà ce qui se passe, c'est-à-dire que De Vlaminck est en train tranquillement de préparer son sprint, si sprint il y aura tout à l'heure, et Kuiper est chargé de surveiller les attaques des adversaires. Alors toujours Hinault sur les pavés, avec maintenant 2 mètres d'avance, mais Moser ne quitte absolument pas sa roue, en deuxième position. C'est un sprint entamé pratiquement à 10 km de l'arrivée, c'est fantastique, il nous reste 6 km, on est sur les pavés de Chiraing, des pavés qui sont un peu plus humains que les autres, puisque ceux-là sont pourvus, comme vous le voyez sur votre écran ici, sont pourvus d'une légère bande sur la gauche, bitumée, et qui permet aux coureurs d'oublier un peu les tressautements au
auquel ils ont été soumis depuis maintenant près de 3 heures. Toujours Hinault qui fait le forcing, follement encouragé. Les gens écoutent les radios, sont au courant exactement de la composition du groupe de tête et portent leurs applaudissements s'ils sont belges ou français à ceux qu'ils ont décidé d'applaudir dans les derniers kilomètres. Pour l'instant, toujours Hinault a un forcing de 2 km, c'est fantastique. Et toujours Clipper dans sa roue, alors que Moser est en 3e position. De Vlaminck, quant à lui, attend tout simplement en avant-dernière position. Et il est serein, De Vlaminck, car il sait que Clipper est là pour le protéger. Voilà, Hinault s'est relevé. On va quant à nous essayer de s'approcher un petit peu plus des coureurs pour voir s'il y a un signe caractéristique dans la pédalée, par exemple, ne pourrait pas nous indiquer une certaine fatigue. Voilà, on a aperçu le 139, c'est Van Calcer, si mes souvenirs sont bons. On a aperçu Van Calcer en train de se décontracter à droite, là, de la caméra. Voilà, il avait des crampes, des fourmis aux mains, des crampes aux mains, tout simplement. Et Van Calcer a fait quelques exercices d'assouplissement avant de reposer ses mains sur le guidon. En dernière position, donc, Van Calcer, vous le voyez. Guido Van Calcer, très rapide à surveiller, qui est en train de fouiller dans ses poches pour savoir s'il lui reste quelque alimentation, mais je ne pense pas qu'il soit victime d'une fringale quelconque, c'est tout simplement pour se libérer d'un poids inutile avant l'arrivée. C'est De Meyer qui fait le forcing. De Meyer travaille pour lui, du moins je l'espère. Hinault a repris le relais maintenant, et il y a également Hinault et Roger De Vlaminck qui sont côte à côte. De Vlaminck qui a été le grand malchanceux de ces dernières classiques, alors que tout le monde considérait qu'il marchait remarquablement et qu'il veut aujourd'hui remporter celle que l'on a appelée la plus belle, de loin l'une des plus belles épreuves du calendrier français. On est à moins de 3 km à peu près de l'arrivée. Je vais essayer de m'approcher de Louison Bobet là-bas. Je ne sais pas si ce sera possible. En tout cas, Louison Bobet veut peut-être voir l'arrivée et va maintenant partir avec Félix Lévitan vers Roubaix pour juger sur la piste de Roubaix si oui ou non il sera encore aujourd'hui le dernier vainqueur français de cette course il y a 25 ans. Seul Hinault pourrait lui permettre, façon de parler, d'effacer son nom au palmarès et de le remplacer ainsi. Jacques Godet s'est hissé sur la voiture ici pour surveiller le déroulement des opérations et toujours Hinault en 2e position. De Vlaminck qui de l'avant-dernière place est passé 2e maintenant. De Meyer en 3e position. Moser le numéro 1 en 4e position. Celui qui est en train de régler ses calquiers ici, c'est Clipper qui va peut-être tenter quelque chose. Et les hommes ne se sont pas parlé alors que nous entrons dans M et nous sommes à moins de 5 km de l'arrivée. Je vous laisse maintenant écouter les applaudissements de la foule. Nous allons nous glisser quant à nous le long des motos émettrices ici. Vous voyez qu'il y a quand même un certain atermoiement en tête de la course. Et De Meyer qui prend le relais. C'est Moser qui est en 2e position. Au sprint, ça va être beau. Et on va virer à droite dans l'avenue qui nous amène vers M et vers le Vélodrome. Affûtez vos batteries, Bernard Giraud, parce que le sprint sera de toute beauté. On a déjà dit dans la côte de M, est-ce qu'il y a quelqu'un assez fort, Clipper peut-être, pour repartir? Je ne crois pas. On a déjà dit qu'en cas d'arrivée de sprint, ce serait difficile pour Hinault. Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement, voilà, c'est Clipper qui prend le relais avec Hinault dans sa roue maintenant et Moser qui se replace dans les 3 premiers. Parce que Hinault peut gagner une course de 270 km, attention au virage à gauche, toujours en légère montée là, et on peut démarrer si on est très fort, c'est ce que va faire peut-être Clipper. Hinault peut gagner au sprint à une condition, c'est de ne pas emmener le 12 ans. Le 12 ans qui lui permet par sa puissance de faire des écarts dans un rush étourdissant lors des sprints comme à l'Amstel-Gold, mais avec le 12 ans sur la piste ça ne marchera pas. Il faut emmener un braquetis, il faut emmener plus petit. Alors Hinault pour l'instant emmène, voilà De Vlaminck qui ne quitte pas la roue d'Hinault, en 3e position Moser, 4e. Il y a Clipper, 5e De Meyer et 6e Van Calcer. Qu'en est-il des vainqueurs de Paris-Roubaix? Eh bien, sachez qu'il y en a 4 et 3, 7, 2 qui ont 7 victoires à eux deux. Il y a 8 vainqueurs, façon de parler, de Paris-Roubaix ici sur votre écran. Il y a en effet 4 victoires pour De Vlaminck, il y a 3 victoires pour Moser, ça fait 4 et 3, 7. Et De Meyer, quant à lui, en a remporté une, ça fait 8 victoires. Quant à Clipper, il ne l'a jamais remporté. Ici, Van Calcer fait un petit écart, Hinault lui fait signe, du moins fait signe à son directeur sportif, Albert Dequinck, et qu'il est complètement barjot, excusez-moi d'employer le terme, mais c'est ce que vient de dire Hinault. Albert Dequinck qui a fait un petit écart, puisque Van Calcer voulait se débarrasser d'un maillot de laine encombrant au moment du sprint. Van Calcer a peut-être une chance. C'est un jeune, on dit qu'il va vite, mais enfin, il ne s'est jamais frotté à un tel échantillon, surtout des coureurs d'une telle qualité dans un sprint à près de 166 km de course. Les klaxons pour permettre aux voitures de passer dans les derniers mètres et de rejoindre l'arrivée. Ça fera quelque chose à décrire, messieurs les journalistes, demain dans les gazettes, le sprint et la façon dont Hinault va pouvoir conduire ce sprint ici à Roubaix. Et c'est pour ça tout à l'heure que je vous demandais, Bernard Giraud, d'affûter vos batteries
en n'oubliant pas que De Meyer peut très bien remporter ce sprint, car il est en train de se protéger maintenant dans les roues et de récupérer tranquillement. On peut passer à gauche, il n'y a pas de problème. Voilà, on va comme ça s'approcher un petit peu des coureurs. On rejoint Jean-Paul Brochon qui est à nos côtés ici en direct pour Sport et Musique, et c'est Kuiper qui fait le travail. Voilà, regardez le travail admirable de Kuiper, De Vlaminck dans sa roue, abrité du vent, et De Vlaminck va être amené dans un fauteuil. Les deux hommes viennent peut-être de se regarder, de se parler, en tout cas je n'ai pas pu l'entendre, et Hinault ne laisse à personne le soin de prendre le relais. Avec Francesco Moser qui attend également, et qui est en train tout simplement ici, à quelle précaution, c'est dit, professionnaliste, quelle confiance monsieur Moser, il vient d'essuyer ses goyaux et d'enlever la boue qui était sur les freins, au cas où il y ait tout à l'heure un petit freinage brutal. Lorsque la tactique va jouer, il faut absolument que le vélo puisse répondre remarquablement. Et c'est pour ça que Moser a tout simplement fait un brin de toilette mécanique ici. Ah voilà, Hinault qui démarre ici. Hinault est parti à gauche avec ici un petit trou qui a été laissé par Kuiper et De Meyer. Non, il s'est replacé. Et déjà, le sprint est lancé, je peux vous l'affirmer, à moins de 1 km de l'arrivée. Le sprint est carrément lancé. Je regarde ici, on roule à 65 km/h. C'est Kuiper qui emmène. Kuiper en première position. Le grand De Meyer au maillot bleu dans sa roue. En troisième position, Hinault. Moser qui vient de se retourner. Avec Van Calster qui fait la marche. Ah, je crois qu'avec les deux caméras, la Gilbert Ayaga doit vous donner une image extraordinaire. La caméra 1 devant, c'est-à-dire le travail fourni par Kuiper, la caméra 2 derrière, avec la position d'attente de Van Calster, le 139, qui attend le sprint tout à l'heure sur la piste. On va arriver sous la flamme rouge, on passe devant une église de Roubaix ici, à moins de 1 km de l'arrivée. Il y aura encore 2 tours de piste, et je n'ai malheureusement pas eu le temps de demander à Louison Bobet ce qu'il pensait de ce parcours 1981, car il est déjà parti à l'arrivée. Nous l'aurons peut-être tout à l'heure, si le temps nous est donné à l'arrivée pour savoir exactement ce qu'il pense de cette course démoniaque. Voilà, Kuiper s'est replacé. Il a relancé ici le braquet. Kuiper s'est replacé en première position. C'est De Vlaminck qui lui a demandé de mener. Alors Kuiper fait son travail, c'est normal. Kuiper a gagné le Tour des Flandres dimanche dernier et De Vlaminck attend. Alors surveillez bien, je vous redonne les numéros des coureurs, mais vous les verrez comme moi, vous les avez maintenant reconnus. En première position, c'est Kuiper et un maillot plein de boue. En deuxième position, c'est toujours le maillot bleu de De Meyer. En troisième position, le maillot de champion du monde. Inutile de vous le présenter. Et puis juste derrière, il y a Francesco Moser. Il y a De Vlaminck avec le 79. Moser avec le 1 en tant que vainqueur de l'an dernier. Et Van Calster qui ne quitte pas la dernière place. Ça va décidément très très vite. Et je peux d'ores et déjà vous annoncer que c'est Kuiper, Bernard Giraud, qui va rentrer le premier sur le vélodrome en emmenant dans l'ordre. Je vais vous donner le passage exactement avant d'être obligé de vous quitter ici. Dans l'ordre, Kuiper en deuxième position, Van Calster en troisième position, Hinault en quatrième position, pas de chute dans le dernier virage. De Meyer, Moser est à l'extérieur et il y a De Vlaminck qui est à gauche. Sur la piste maintenant, ils vont se présenter devant les caméras fixes. Toujours avec Kuiper, Hinault qui est bien en deuxième position. Mais attention, Van Calster va tenter quelque chose et il va peut-être essayer d'enfermer Hinault. En première position, Kuiper, Van Calster. Je vous laisse maintenant l'antenne, vous les voyez avec moi. Oui, la distance sur un tour pour les 6 coureurs qui prétendent maintenant à la victoire dans Paris-Roubaix. Bernard Hinault, bien sûr, le cœur du public est avec lui parce que ça fait 25 ans que nous attendons une victoire d'un Français. La cloche vient de retentir, toujours Hinault qui est suivi par De Vlaminck, Kuiper, Moser est en dernière position. Il y a à sa droite Van Calster, De Meyer, Hinault, Van Calster, De Vlaminck. Quel suspense, quelle finale avec maintenant les 3 quarts de tour. Van Calster va démarrer, il est très rapide, attention, il était maillot vert dans le Tour de l'Avenir. Toujours Hinault, De Vlaminck. Maintenant à la Corse, c'est De Meyer, vainqueur en 1976. Moser se rapproche, Kuiper c'est fini, la mission est accomplie. À l'extérieur maintenant De Vlaminck, Hinault conserve la corde. De Vlaminck dans la roue d'Hinault, devant Moser. De Meyer, Van Calster en quatrième position, maintenant c'est l'attaque du sprint, la dernière ligne droite, Hinault, toujours Hinault devant De Vlaminck, Hinault, De Vlaminck, Hinault gagne 25 ans après Louison Bobet, victoire de Bernard Hinault. On n'y croyait plus, bravo Hinault, merci Hinault. Vous avez un petit caractère qui n'est pas facile, Bernard Hinault, mais on est plein d'admiration pour vous. Vous avez tracé vos objectifs, vous avez remporté le championnat du monde récemment et vous remportez Paris-Roubaix. Nous allons revoir au ralenti Hinault
qui avait finalement bien préparé ce Paris-Roubaix, mais il avait peur de subir un échec. Et au sprint ici, il bat les meilleurs. Il va battre Moser, il va battre Demlamac. Là, c'est des meilleurs qui a tenté de passer à la corde. Et Van Calster aussi, Moser également, mais il conserve la première position. Il sait que sur une piste, il faut attaquer le dernier virage en tête. Et il précède la Demlamac. Moser en troisième position. Hinault continue devant Demlamac. Moser troisième. Demlamac relance, mais il ne peut rien contre Hinault. C'est la dernière ligne droite, la bonne ligne droite, celle qui mène à la victoire. 25 ans après Louison Bobet, Hinault, le Breton lui aussi, triomphe ici sur la piste de Roubaix. Deuxième Demlamac, troisième Moser, quatrième De Meyer, cinquième Van Calster, sixième Piper. Bravo Hinault, quelle finale! Nous allons bientôt le retrouver sans doute avec Jean-Michel Leliot. Il reste encore un tour peut-être pour maintenant Vandenot qui termine. Il y a aussi Bittinger et Chassant. Mais bien sûr les honneurs et les commentaires iront. Et lui, on va appeler Louison Bobet. Louison Bobet, juste à côté de vous. Vous allez voir Louison Bobet. Oui, voilà, on peut demander à la caméra 2 ici. Je lui fais signe à notre ami de la caméra 2, juste devant le podium, ici avec Louison Bobet. Voilà, merci. Louison, une question, alors déçu de ne plus être le dernier français. Tellement idiot de ne pas être fou de joie, car j'ai assisté à un final fabuleux. Il est tombé, il a crevé, il a roulé des kilomètres entiers sans se retourner. Et le sprint qu'il a fait a démontré la puissance et la fraîcheur qu'elle avait encore à l'arrivée. Est-ce qu'un Paris-Roubaix 1981 ressemble un petit peu à ceux que vous avez vécu et courus? Je voulais vous le dire, j'ai pas du tout été impressionné par les pavés épouvantables que vous dénonciez souvent. Absolument pas. Pour moi, c'est les mêmes pavés qu'il y a 25 ans. Mais ils sont quand même épouvantables. Ils existent toujours, oui. Enfin, quelle joie pour les Français et pour les Bretons. Alors, on dira l'avant-dernier vainqueur de Paris-Roubaix maintenant de Louison Bobet. On ne dira plus rien, là. Merci, Louison. Je vais, quant à moi, essayer de retrouver Bernard Hinault dès qu'il arrivera sur le podium ici et qu'il aura... Oh, il est entouré par la meute, ça va vous en douter. On pourrait peut-être poser une petite question, Bernard Giroud, au studio à Paris, pour savoir exactement combien de temps il nous reste, de façon à ce que nous puissions soit attendre l'arrivée de Bernard Hinault ici et vous proposer quand même le dernier mot. Oui, voilà, il nous reste encore 5 minutes, me dit-on, depuis la régie à Paris. Bernard Hinault, qui est très entouré, c'est la bousculade. Bien sûr, cette photo, elle est historique. 25 ans après, je le rappelle, une fois de plus, 25 ans qu'un Français n'avait pas remporté Paris-Roubaix. Autant dire que on n'y croyait plus, c'est vrai, hein, depuis quelques années, surtout avec la malchance de Duclos-Lassalle l'an dernier, et puis même cette année. En tout cas, les Français auront marqué ce Paris-Roubaix. Car il ne faut pas oublier Gilbert Duclos-Lassalle, héroïque, malheureux, malchanceux, qui doit rallier maintenant Roubaix l'âme en peine, et bien sûr un contraste avec la joie de Bernard Hinault. Il ne paraît pas très éprouvé, bien sûr, il a le visage recouvert de poussière, il s'est un petit peu rafraîchi. Le voici, Bernard Hinault. Jean-Michel, il va arriver près de vous et vous allez recueillir la joie du champion du monde. Il manquait cette classique à son palmarès, et bien maintenant il l'a. Un palmarès prestigieux. Voilà Bernard Hinault qui va monter sur le podium pour recevoir la gerbe traditionnelle embrassée par Louison Bobet. Les deux derniers vainqueurs se saluent. La Bretagne est ici en fête. Il va recevoir donc la gerbe traditionnelle et pouvoir converser avec vous, Jean-Michel Leliot, et pourquoi pas même Louison Bobet. Bernard, vous n'aimez toujours pas Paris-Roubaix? Oh non, parce que quand je vois le nombre de coups que j'ai fait aujourd'hui, et réussir à gagner quand même, je crois que j'y croyais même plus trop au bout d'un certain temps. Hein. Mais alors une victoire, ça déface pas toutes les défaillances, non pas les défaillances, mais tous les incidents que vous avez eus. Vous ne pensez plus qu'à la joie, non? On a la joie bien sûr, mais il y a quand même les chutes et je crois que ça marche quand même un peu. Hein. On a eu peur pour vous au moment du sprint, Bernard, parce qu'il y avait des garçons rapides, il y avait Van Calster, il y avait Kuiper qui était avec De Vlaminck qui pouvait jouer la course d'équipe, et on s'est dit, ah c'est pas comme Alain Selgaudret, ça il faut pas emmener le 12 ans, il faut jouer tactique, c'est ce que vous avez fait. Oui, mais j'ai pas emmené le 12 ans, j'ai emmené le 13, j'ai essayé, au premier tour j'ai mis 14, j'ai vu que ça aurait été un petit peu juste, alors j'ai mis le 13 et là bon bah je l'ai emmené assez loin en sachant très bien que si jamais j'emmenais moi, c'était beaucoup plus difficile de remonter, surtout que le vent était quand même un peu
un peu mal placé. Vous avez tout essayé dans le dernier secteur pavé, celui qui précédait l'arrivée. Un forcing terrible. On a vu un relais de 2 km, ça a été fantastique. Effectivement, et à la sortie du relais, je suis tombé par la faute d'un chien. Alors, Bernard, est-ce que vous êtes papa pour la deuxième fois? Ben, j'ai pas téléphoné encore, mais ce matin, il n'y avait rien. Ah, peut-être en même temps. Un deuxième enfant et une belle victoire. C'est l'une de celles qui vous fait le plus plaisir pour répondre à la question habituelle? Elle me fait plaisir, bien sûr, mais elle ne fait pas plus plaisir qu'une autre. Je crois qu'une classique, c'est une classique, et à chaque fois, c'est toujours une victoire, et une victoire, c'est toujours une grande joie. Qu'est-ce qui fait gagner Bernard Hinault? Pourquoi cette hargne, cette rage de vaincre et pas d'autre mot? C'est peut-être la volonté de gagner, de bien réussir dans la carrière que j'ai commencée depuis un certain temps. Vous pouvez continuer, ça marche bien pour vous. Hein. Merci Bernard. À vous Bernard. Merci Bernard Hinault. Je crois que nos confrères de l'Eurovision attendent également Bernard Hinault pour effectuer leurs interviews. Premier, Hinault, heureux, qui salue la foule et qui reçoit l'ovation qu'il mérite. Deuxième, De Vlaminck. Troisième, Moser. Quatrième, De Meyer. Cinquième, Van Calster. Sixième, Piper. C'était un Paris-Roubaix historique. Ici, Roubaix, bien sûr, sur la piste. À vous, Paris.